question, donc question encore une fois sur les 3 communications donc de Christophe Niewiadomski, de Christelle Didier et de Christine Fauquenoix-Simonet. Oui. Et ce qui m'a fasciné ce matin, c'est d'avoir découvert une dimension, je dirais, humaine chez des chercheurs, parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas perçu cette dimension-là. Et je voudrais aussi poser une toute petite question. Quel est le rôle du hasard éventuellement dans la détermination du choix d'un sujet de mémoire ou bien de thèse ou bien de travail, hein? Alors la question étant, si je l'ai bien compris, générique, c'est-à-dire pas adressée à un communicant en particulier, mais à l'ensemble du panel, je Oui. propose qu'on commence par Christophe Niewiadomski qui a parlé en premier, pour donner le en premier sa réponse à cette question. Compliqué parce que le problème est que votre question, Joseph, renvoie aux catégories de l'illusion biographique, c'est-à-dire que je pense qu'il y a dans nos trajectoires de chercheurs des choix de sujets, de recherche, etc., qui sont liés à des contingences et à des hasards, et qu'on recode ensuite notre histoire en lui donnant un sens. Et donc, la question du hasard et de la contingence s'efface derrière cette reconstruction a posteriori, parce qu'on a besoin de donner du sens à nos trajectoires. Ce qu'on a fait, les 3 intervenants de ce matin, c'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire, on a mis en récit quelque chose où nous avons, d'une certaine manière, gommé ces effets de hasard que vous évoquez, et qui, à mon avis, sont bien évidemment à l'œuvre. Christelle, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur le hasard? Alors, bah, j'aurais deux réactions qui me viennent. Alors, c'est pas très lié à ce que j'ai raconté tout à l'heure, mais le premier, c'est que quand je vois ce sur quoi je bosse pour 3 ans, j'ai du mal à voir que ça tombe, du hasard, vu mon histoire, par rapport à ma formation, d'ingénieur et mes questions de sens. Mais bon, voilà. Mais sinon, non, je voudrais raconter une petite anecdote. Je me souviens, quand je faisais mon séminaire, doctoral à l'EHESS, il y a une fois un doctorant qui a fait un exposé brillantissime sur, Henri Le Chatelier. Et alors, en l'entendant, je me dis: «Mais c'est magnifique, là, il y a une rencontre. Il y a vraiment entre ce jeune chercheur et Henri Le Chatelier, il y a un coup de foudre». Et j'étais persuadée que ce coup de foudre était aussi, à la base, il y avait eu un choix, que ce garçon, il s'était dit: «J'ai lu Henri Le Chatelier, voilà, j'ai vraiment envie d'en savoir plus». Et donc je m'approche de lui à la fin de sa présentation, je dis: «Pourquoi Henri Le Chatelier?» Il dit: «Bah, c'est pas compliqué, mon directeur de thèse, il nous fait faire les polytechniciens de telle année à telle année. Moi, je suis tombée sur Henri Le Chatelier». Et alors, je trouvais ça assez fascinant parce que, en même temps, je trouvais ça complètement délirant vu que ma propre position, c'était vraiment d'avoir fait une thèse sur le sujet de mon cœur, sans que personne, au contraire, souvent on m'a dit finalement, mais quelle drôle d'idée d'avoir fait ça si tu veux faire carrière. Et à l'inverse, là, j'étais face à quelqu'un alors dont le choix me paraissait vraiment très très minime. Et en même temps, il y avait une telle passion dans son exposé que je me disais que finalement, l'amour était venu du hasard, en tout cas de quelque chose qui venait pas d'un choix personnel. Voilà. Bon, c'était juste des résonances par rapport à la question de Joseph. Oui. Alors après cette, résurgence de théorie du coup de foudre sacramentel qui était l'idée qu'on allait tomber amoureux au moment du mariage, difficile à arranger. Je laisse Christine, C'est pas mal ça. réagir, à son tour. Ouais, je partage totalement l'avis de Christophe, c'est-à-dire que c'est une question complexe parce que il y a des hasards qui, j'allais dire, qui nous tombent dessus et d'autres dans notre comportement, dans nos mises en situation que l'on suscite, quoi. Moi, je vois Mia Larrey, cette belle rencontre du parcours de thèse avec Mia Larrey, elle est totalement le fruit du hasard parce qu'il y avait un hommage à De Beauvais à la ECSE et après il y a eu un moment de convivialité à l'issue des hommages rendus à De Beauvais et que Mia Larrey, qui était une personne très ouverte et très soucieuse de décoder les règles académiques pour ceux qui débutaient dans l'univers scientifique, a été a été une figure paternelle pour moi à ce niveau-là, quoi. Mais là, c'est vraiment totalement le hasard. Moi, s'il n'y a pas de prise de parole, je m'autorisais à me donner la parole brièvement. Ça serait une question pour Christophe Niewiadomski, pour revenir sur le mot-clé hein, que j'évoquais tout à l'heure, qui est ce mot de gratitude qui a été évoqué.
me semble-t-il, comment dire, une ancienne, particulièrement ancienne, avec T ou avec C, du discours sur l'éducation, c'est de fustiger l'ingratitude des générations les plus jeunes par rapport aux générations précédentes. Et en fait, je me faisais la réflexion que la notion même de transmission éducative, enfin, qu'il y a encore des gens pour parler de ces controverses-là, contredit en fait le discours. Ça veut dire qu'on est beaucoup moins ingrat en général qu'on le dénonce. Et du coup, voilà, j'avais envie d'une réaction là-dessus, c'est-à-dire est-ce que l'ingratitude n'est pas au final, en éducation, quelque chose qu'on dénonce beaucoup mais qu'on observe peu, somme toute? Je pense que dans le milieu de la recherche et le milieu académique qui sont les nôtres, d'une certaine manière, nos professions et nos attitudes nous amènent à cultiver parfois des égos un peu surdimensionnés et qui nous font oublier justement ces éléments de gratitude. C'est-à-dire, je pense que oui, nos trajectoires sont très largement déterminées par les aides qu'on a pu, oui, les rencontres, les aides, les partenariats, voilà, on n'est pas, enfin, Christelle le disait tout à l'heure, on n'est pas seul hein, par rapport à nos trajectoires. Et je pense qu'on a tendance assez facilement à oublier ça. Et je veux plus simplement rappeler ça parce que, bon, voilà, pour moi, arrivé à la fin de ma carrière professionnelle, je m'aperçois combien ça a été important. Donc, c'était simplement une manière de le rappeler. Alors après, que ce soit un vieux débat du champ éducatif, oui, alors peut-être aussi que quand on est dans la position d'accompagner les autres, ben, il y a un moment donné où il faut leur lâcher la main, les laisser s'autonomiser, et ça suppose eh bien, de s'arranger avec la faille narcissique que ça peut provoquer chez soi. C'est-à-dire que, ben oui, quand les gens s'autonomisent, ils vous oublient, et c'est très bien comme ça, et il faut pouvoir l'assumer. C'est pas toujours simple, mais je crois que c'est consubstantiel du travail d'enseignants-chercheurs. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, j'essaie de ne pas oublier ce don à la fois théorique, clinique, relationnel dont j'ai pu bénéficier. Voilà, je ne sais pas si je réponds, c'est un peu... Non, ça, complètement, hein, complètement, mais c'était... il y avait aussi cette idée, comment dire, qu'il y a différentes manières de ne pas être ingrat. Voilà. Il y a la citation directe et puis il y a le fait aussi de s'approprier. Le fait de voler de ses propres ailes à un moment donné est aussi une forme de gratitude qui témoigne du fait qu'on a effectivement été bien formé. Enfin, voilà, Oui, tout à fait. Et c'est en ce sens que je citais Max Palès, qui montre combien ce qu'il appelle cette épistémologie de la gratitude, elle permet de remettre les choses à leur place, de savoir ce qu'on doit aux autres et de ce qu'on doit à sa propre trajectoire, bien sûr. Et parfois, les frontières sont un peu compliquées à établir, quoi. Mais je pense qu'on est toutes et tous confrontés à cette question-là. Je passe la parole à Sylvie Condette, qui a levé la main. Oui, merci. En fait, en vous écoutant chacun d'entre vous, et puis merci beaucoup pour vos interventions, parce que effectivement, il y a à la fois des aspects scientifiques, mais il y a aussi beaucoup de profondeur et beaucoup d'humanisme. Et ça nous montre que la recherche et les chercheurs ne sont pas uniquement, alors c'est peut-être vrai pour les sciences humaines et sociales, et encore pas forcément. Plus largement, les chercheurs sont aussi des personnes qui incarnent des valeurs, et ça, je trouve que c'est extrêmement porteur, riche, et puis c'est plein d'espoir pour la suite. Et moi, ce que je voudrais, c'est pas vraiment une question, c'est peut-être aussi pour le débat une thématique un peu qui s'adresse à chacun d'entre vous. Moi, j'ai l'impression que la question du temps, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que quand on a fait sa thèse, etc., ou quand on est en train de la faire, on est plutôt dans des empreintes. C'est-à-dire qu'on va lire, on va essayer d'optimiser des lectures, de s'approprier un certain nombre de concepts ou voilà, on fait des rencontres avec des auteurs et donc on s'approprie des idées, des concepts, et on essaie de les retranscrire ou de les traduire en fonction de son objet de recherche. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, et là, ce travail que vous venez de faire, eh bien, ça montre que le temps s'installant, il y a
tout cet aspect, j'allais dire, de maturation, de réflexion qui produit autre chose. Et il me semble que peut-être que si on reprenait, alors si je sais pas, si Christophe peut-être reprenait les débuts, j'allais dire, de sa carrière de chercheur, peut-être que voilà, la prise de conscience de ces emprunts et des véritables apports, des apports à long terme, eh bien, peut-être que ça serait, il n'aurait pas forcément eu les mêmes remarques et les mêmes choses à dire en début de carrière et puis maintenant, du coup, en fin de carrière. Donc, la question du temps qui s'installe et qui permet de cette maturation, il me semble que c'est aussi un point voilà, qui permet aussi qui est important et qui permet d'asseoir cette inspiration et de la faire vivre et de la nourrir. Voilà, merci. Bien, mais moi je voudrais poser une question que je me pose à moi-même et que du coup chacun est peut-être invité à se poser, mais qui rejoint un petit peu l'interrogation de Sylvie. Alors, le premier élément, c'est à quel moment on est capable de faire la part des choses avec une figure inspirante. C'est-à-dire que on a parlé de coups de foudre, on a parlé de rencontres vives, fortes, et que d'une certaine manière, il y a une sorte de captation, de fascination peut-être pour un concept ou une personne même. Et donc, dans le parcours, et c'est peut-être en ça que le temps qu'évoquait Sylvie fait son œuvre, à partir de quand, d'une certaine manière, on devient lucide sur les idées, voire les personnes. Et est-ce que dans vos parcours, il y a eu ces moments-là de peut-être bifurcation, réorientation, peut-être même rupture, Ce qui m'invite à penser un deuxième point, qui est celui finalement du passage, du transfert, voire peut-être de la dépossession. C'est-à-dire qu'il y a des concepts qui appartiennent à certains. Par exemple, si on parle, Sylvie va évoquer la pensée complexe de Morin, j'imagine. Ben, la pensée complexe est à Morin, mais ce n'est pas que à Morin. Et donc, d'une certaine manière, à un moment, y compris le fondateur d'un concept, petit à petit, légitimement peut-être, en est dépossédé au profit d'une transformation de ce concept dans un autre univers, celui de la personne qui est inspirée. Et donc, en d'autres termes, quelle migration y a-t-il de certains concepts? Est-ce que que ce soit Christine, Christelle ou Christophe, est-ce qu'il y a une migration comme ça des concepts? C'est peut-être ce que Christelle disait avec Bernard de Chartres, les nains sur les épaules des géants, qui permettent aux nains finalement de voir plus loin que le géant sur lequel il est juché. Et puis, troisième question que je me pose, parce que moi je le vis ça de façon très forte, c'est une sorte de mythification de la personne, voire des idées de la personne. Et par exemple, Christelle nous a parlé de Jacotot de façon, on va dire, très réaliste, en fonction de ce qu'était réellement Jacotot dans son expérience. Eh bien, moi, j'ai une toute autre expérience personnelle de Jacotot, mais qui en fait s'éloigne de la réalité de Jacotot. En d'autres termes, y a-t-il besoin, y a-t-il dans vos parcours une sorte de mythification, donc d'irruption de quelque chose qui n'est plus vrai, qui est presque peut-être à minima dévié, mais peut-être même mensonger sur ce que l'on fait des personnes et de leurs concepts. Voilà, j'aimerais bien entendre nos intervenants là-dessus. Je veux bien prendre la parole sur. C'est vrai que pour moi, Mialaré, c'était un mythe. C'était la figure tutélaire, c'était la personne qui, dans sa vie, a réussi à fusionner à la fois l'homme engagé au niveau associatif, l'engagé politique, le grand scientifique et le professionnel, hein, qui a gravi tous les échelons depuis instituteur, prof de maths jusqu'à professeur d'université. Et j'étais très très intimidée de rencontrer ce mythe. Pour moi, il incarnait un mythe, effectivement. Et ça a humanisé cette rencontre de maîtresse, ça a humanisé un mythe. Oui, moi je veux bien réagir rapidement sur les trois questions, Rémi. Sur la première, donc qui rejoint celle de Sylvie, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'entre un début de carrière et une fin de carrière, bien sûr que les choses, je n'aurais pas dit les choses que j'ai dites aujourd'hui en début de carrière.
Parce que je pense que la question de la temporalité, elle croise aussi la question des changements de statut, de place, et donc le changement de représentation. C'est-à-dire quand on est doctorant et qu'on s'imagine maître de conférence, voilà, il y a une espèce enfin, en tout cas pour moi, je peux parler que pour moi, mais j'avais une représentation du milieu académique et universitaire qui était très, pour le coup, mythifiée. Et puis quand on passe de l'autre côté, ben, on s'aperçoit que c'est un milieu humain avec les mêmes petites histoires, parfois un peu désespérantes, avec lesquelles on finit par s'arranger. Et puis on publie un premier livre sur lequel on a beaucoup sué, et puis on se dit, voilà l'œuvre de ma vie. Et puis quand on s'aperçoit qu'elle est lue par aller au maximum 400 à 500 personnes, si c'est un bon bouquin sur le bien social, on se dit finalement, quelques années après, quand on a fait plusieurs tours de piste, publié une dizaine, une douzaine d'ouvrages, il y a un côté un peu vain, qu'on essaie de bien faire son travail, mais que l'audience qu'on peut avoir dans nos milieux académiques est quand même assez restreinte. C'est un tout petit milieu. Voilà. Donc je pense que effectivement la temporalité, elle nous amène à relativiser ce qui nous tenait vraiment à cœur au début, qu'on change de place et que ces places qu'on a espérées longtemps et qu'on a fini par conquérir à force de travail acharné, on s'aperçoit aussi de leur relativité. Et puis quant à ta troisième question, Rémi, sur la mythification des personnes, je pense que le fait alors là encore je ne parle que pour moi, mais ces personnes dont je vous ai parlé, Hervé, Pinault, Guy de Villers, Vincent de Jacques, sont des gens qui sont devenus des collègues, des amis, des gens avec qui j'ai travaillé. Et là encore, c'est-à-dire que la représentation qu'on peut avoir au début d'une relation avec quelqu'un qui est un intellectuel, une surface intellectuelle, une surface sociale forte, et puis qu'on finit par fréquenter, etc., il devient finalement humain comme nous, et donc ça relativise cet aspect de modification. Et puis enfin, sur la migration des concepts, tu as raison également, c'est-à-dire qu'on s'approprie des concepts qui ont été évalués par d'autres et on les fait jouer sur des terrains, dans des champs qui ne sont pas forcément ceux où ils ont été initialement utilisés. Par exemple, je parlais tout à l'heure de psychothérapie institutionnelle, eh bien, ou de psychanalyse, ou de psychosociologie, ou de sociologie clinique. Les concepts qu'on importe de ces champs-là dans le champ des sciences de l'éducation, évidemment, vont avoir une autre destinée qu'ils ont connue dans les champs où ils étaient initialement utilisés. Donc, à la fois, c'est un emprunt des concepts, c'est une prolongation, c'est une transformation parfois, et quelquefois, ça peut aussi conduire à des ruptures. Hein. Parfois, on peut être dans des situations où on développe des choses qui vont se trouver en contradiction forte avec certaines des personnes avec lesquelles on a été en proximité forte à un moment donné. C'est là aussi le destin des institutions, des relations humaines. On n'échappe pas à ça dans l'académie, bien sûr. Christelle, Oui, je vais être bref pour laisser du temps pour la pause. Je pense, quand je repense à la figure de Jacques Otto, moi je l'avais donc croisé confiante quand j'étais jeune étudiante en me disant voilà, Jacques Rancière me dit la vérité sur Jacques Otto, et j'ai pris du temps, il a fallu du temps pour que je me rende compte que c'est la figure de Jacques Otto, c'est une manière de raconter Jacques Otto qui est fondée sur des éléments historiques, mais qui est au service de la pensée de Jacques Rancière, et que finalement, j'en sais rien, comme je ne suis pas allée chercher et que je n'ai pas fait chercher à en savoir plus sur voilà, sur Jacques Otto lui-même. Et je me dis, dans un sens, c'est pas très grave, on peut aussi se laisser inspirer, mais c'est intéressant de savoir quelle est la dimension comment dire, de mythe qui est assumé d'ailleurs par Rancière, mais de savoir ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai bien dit, finalement, c'est pas de Jacques Otto que je vous parle, mais le Jacques Otto de Rancière, et qui constitue à un moment voilà, une figure qui inspire, dont on se détache, et où on peut choisir d'aller connaître de plus près, d'aller lire, de faire l'exégèse des textes, de connaître comme on cherche le Christ historique, de chercher le Jacques Otto historique. Comme on peut se dire, ce que m'en dit ce passeur d'idées me permet d'avancer. Après, sur les histoires de migration des mots, moi, quand je suis arrivée en
dans les sciences humaines, ça m'a beaucoup amusé parce que j'avais appris le mot résilience quand j'étais en école d'électrochimie, électrométallurgie, ça n'avait pas du tout le même sens. Merci beaucoup pour ces réactions.